Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, on vous explique la grande histoire des stations de ski. La France est une des plus grandes nations de ski. Elle oscille entre la première et la troisième place dans le classement mondial des journées de ski vendues. Devant, on trouve souvent les États-Unis et l'Autriche. Cette force, elle la doit à ses stations de ski et à un parc immobilier important. Aujourd'hui, on va voir comment, en quelques années, on est passé de ça à ça. Altimag est un magazine en ligne et un guide de voyage en ligne sur les Alpes et basé dans les Alpes. N'hésitez pas à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. L'histoire des stations de ski est assez récente. Elle se fond avec l'histoire du tourisme et son développement se situe principalement après-guerre. Si le tourisme dans les Alpes a commencé avec l'alpinisme à Chamonix, donc par une fréquentation estivale, il va vite se développer en hiver avec la naissance du ski alpin. Sur ce point, beaucoup de stations revendiquent d'être le berceau du ski en France. On pense à Montgenèvre, Champs-Rousses, Serre-Chevalier ou Megève. C'est en effet ici que vont se développer les premières compétitions de ski. La pratique du ski de loisir date de la fin du 19e siècle. Les premiers téléskis datent, eux, des années 30, à Davos et à l'Alpe d'Huez notamment. On fête cette année le centenaire des premiers Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu en 1924 à Chamonix. En effet, dès le début du XXe, le ski devient une discipline de loisirs bourgeois, notamment avec des compétitions opposant les Anglais aux Suisses, aux Norvégiens et aux Autrichiens. L'armée est aussi assez active dans le développement de la discipline. C'est là que naissent la vocation des premières stations de ski créées en France, Megève, Chamonix, Serre-Chevalier, le Grand Bornand, La Clusaz, Montgenèvre et Morzine notamment. Ces stations dites de première génération se sont développées autour des villages, parfois avec une offre touristique héritée du tourisme estival. Ce sont des stations villages qui resteront modestes jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais on y observe déjà un changement de destination. Les terres agricoles deviennent progressivement des espaces de loisirs et les agriculteurs deviennent moniteurs ou hôteliers. Dans ces stations, on a d'abord des pistes non damées ou damées au ski par les professionnels de la station. On y trouve peu, pas de remontée mécanique et seulement quelques hôtels. En quelques années, le fonctionnement va être révolutionné et dès la fin de la guerre, on va concevoir des stations de ski en site propre avec un réseau de télésièges, de téléphériques et de téléskis permettant de desservir un réseau de pistes convergeant vers un front de neige. C'est le concept des stations de deuxième génération inventé dès l'après-guerre à Courchevel. Là, tout change et on est sur une création publique du département de la Savoie à la main de quelques architectes et urbanistes. Tout est pensé globalement avec beaucoup d'idéaux à une période où la France se reconstruit. On parle maintenant de développement économique, de maintien des populations de montagne et rapidement de concurrence internationale. L'État est volontariste et le sera de plus en plus. Entre les années 30 et les années 70, plusieurs personnalités vont pousser le développement des stations de ski vers l'avant. Ce sont souvent des élus locaux, des habitants, parfois audacieux ou opportunistes, et parfois des sportifs. Chaque station a sa figure historique. C'est Émile Allais à Megève, Jean Vuarnet à Avoria, Robert Blanc aux Arcs ou Pierre Cotte à Courchevel. Plus tard, ce seront aussi des ingénieurs ou architectes qui marqueront l'histoire locale. On pense notamment à Maurice Michaud, ingénieur des ponts et chaussées et figure charismatique du plan neige, Charlotte Perriand, architecte des Arcs, mais aussi Pierre Schnebelen, promoteur qui œuvrera à Tignes, Val Thorens et Val Fréjus notamment. Elles sont nombreuses ces figures des pionniers de l'or blanc, mais si l'on ne devait en retenir qu'une, ce serait sans doute celle d'Émile Allais, tant il a touché à tous les aspects du développement du ski. Baigné dans le tourisme dès son enfance à Megève, ce skieur de compétition est le premier médaillé olympique français en 1937. Il est à l'origine de la première méthode de ski française, des écoles du ski français, du damage des pistes en France et a travaillé sur la création de plusieurs stations comme Courchevel, La Plagne, Flaine ou Vars. Il a aussi collaboré à la création de nombreux modèles de ski, notamment avec le groupe Rossignol. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le ski restera toutefois une pratique plutôt élitiste et anecdotique. Il faudra attendre les 30 Glorieuses pour que se développe le parc des stations de ski actuelles. Là-dessus, l'État sera volontariste, mais aussi très concentré sur le département de la Savoie. Ailleurs, des initiatives privées ou plus locales verront le développement de stations d'altitude. Comme on l'a vu, les stations dites de deuxième génération se développent dès l'après-guerre, en site propre et plus haut que les villages.
C'est le cas de Courchevel à 1800 mètres d'altitude, mais aussi de l'Alpe d'Huez à la même altitude, des Deux Alpes ou de la Toussuire. Ces constructions investissent les alpages, là où la neige est plus garantie et là où le relief est favorable au développement des pistes de ski. C'est une étape importante du développement à la française. Dès les années 60 toutefois, on passe à l'échelle industrielle avec la création des stations de troisième génération impulsées par un partenariat public-privé inédit. C'est le temps du plan neige qui durera de 1962 à 1977. Dirigé par l'État et l'ingénieur des ponts et chaussées Maurice Michaud, le plan neige a vocation à positionner la France sur le plan international et à accompagner la croissance économique avec des infrastructures de premier plan. L'État et les communes s'approprient donc des terrains, les viabilisent et confient à un promoteur l'aménagement cohérent de toute la station. On construit des immeubles, parfois intégrés à la pente, parfois monumentaux. Tout est pensé pour le tourisme. Galerie commerciale intégrée au bâtiment, front de neige au sud, parking au nord. C'est le modèle créé à La Plagne en 1962 et adapté ensuite ailleurs. Dans le laps d'une vingtaine d'années, le plan neige va présider à la création des plus grandes stations de ski des Alpes. Isola 2000, La Plagne, les Arcs, les Ménuires, les Sept-Lô, Méribel, Superdévoluy, Tignes, Valmorel et Val Thorens notamment. D'autres stations vont se créer en site vierge, parfois sur le même modèle, mais avec d'autres logiques économiques. Flaine sera l'œuvre d'un couple de mécènes passionnés d'art, Avoria de l'association d'un architecte visionnaire et du créateur de Pierre et Vacances. En règle générale, plus on sera éloigné de Chambéry, plus les stations se développeront sans le plan neige. Il n'y a ainsi aucune station du plan neige dans les Pyrénées ou les autres massifs français. De cette période, il ressort des stations longtemps incomprises aux partis pris architecturaux, parfois radicaux. Avoria et son architecture organique, signée Jacques Labro. Flaine et son architecture en béton, signée par le maître du Bauhaus, Marcel Breuer. Les Arcs et son architecture imposante, mais fondue dans la pente, signée Charlotte Perriand, une architecte alors à sommet de sa gloire, passionnée de montagne et inspirée par le Japon. D'autres n'auront pas eu de créateurs de grande renommée, on pense au Corbier, à Saint-François-Longchamp, à Puy-Saint-Vincent, à la Toussuire, aux Deux Alpes, aux Ménuires, aux Eures ou encore à Méribel. Elle porte les mémoires mais parfois aussi les stigmates du passé architectural des grandes stations de ski. Dans les années 70, la montée des critiques, la poussée d'une vision plus écologique de la montagne et moins utilitaire rend la construction plus compliquée. En 1975, Valmorel est construite toujours sur un modèle intégré, mais avec un style de village. On abandonne définitivement les grands ensembles pour inventer des immeubles en forme de chalet qui se vendent mieux. En 1977, Valéry Giscard d'Estaing, alors président, prononce le discours de Vallouise, mettant fin au plan neige et annonçant la création du parc de la Vanoise pour protéger les espaces naturels autour des grandes stations de ski. C'est aussi les premières réglementations d'aménagement de la montagne et les prémices de la création de la loi montagne de 1985. On crée les procédures UTN, unités touristiques nouvelles, qui ne peuvent être créées en haute montagne ou le long des rivages lacustres. Par la suite, très peu de stations de ski sortiront de terre et on observera surtout un fort développement immobilier poussé par l'État et des dispositifs fiscaux. Les dernières stations construites en site propre sont Valménier 1800 en 1986, Latania en 1991 et Arc 1950 en 2003. Mais on est là à chaque fois sur des sites de stations de ski existantes. Aujourd'hui, les stations grandissent par l'étalement urbain et agrandissent rarement leur domaine skiable. Les anciennes résidences sont principalement des résidences secondaires au taux d'occupation assez faible. On construit donc du neuf pour accueillir autant de monde qu'avant, au fur et à mesure que les appartements vieillissants sont de moins en moins occupés. Côté domaine skiable, on rationalise, on équipe en neige artificielle et on ajoute des équipements ludiques. Et si les stations font le deuil du tout-ski, avec la menace du réchauffement climatique, elles savent qu'aucun modèle touristique ne peut remplacer cette formidable économie qui se développe depuis plus de 70 ans en altitude. Le modèle est mature, voire parfois vieillissant, mais il marche tant que la neige est là. Les stations montent en gamme, accueillent 30% de clientèle étrangère. Chaque année, les prix des forfaits prennent 3 à 7% de croissance. Les enjeux sont donc nombreux. Retrouver une accessibilité pour les classes moyennes, rénover le parc immobilier, seconde source d'émissions carbone des stations, décarboner les trajets en direction des stations
et pallier bien sûr au manque de neige. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mac.com.